La mer Noire qui est désormais au cœur des tensions entre l'OTAN et la Russie. On l'a vu ces derniers jours lors de l'intrusion de drones russes en Roumanie et en Pologne. On va en parler longuement dans cette émission avec des experts et le réalisateur du documentaire. On comprend aussi mieux à travers ce film pourquoi les Occidentaux ont du mal à lire la stratégie de Vladimir Poutine, à quel point aussi ils ont ignoré plusieurs alertes dès 1999 en Tchétchénie et en 2008 en Géorgie, où nous nous rendons d'abord ce soir. Bonsoir Madame la Présidente Salomé Zourabichvili. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien depuis Tbilissi. Vous avez été présidente de la Géorgie pendant 6 ans, jusqu'en décembre dernier. Depuis, le pays est dirigé par Mikhail Kavelachvili, très proche du pouvoir russe, connu pour ses violentes diatribes anti-occidentales. Vous vous considérez d'ailleurs que son élection est illégitime. C'est à la présidente de la Géorgie que je parle ce soir. Oui, ce n'est pas moi qui considère, c'est la position de la population qui défile dans les rues de Tbilissi depuis maintenant 193 jours aujourd'hui. Et cette résistance, elle ne fait qu'augmenter au fil des répressions qui elles-mêmes s'accentuent de jour après jour en Géorgie. Oui, on va parler à la fois de la situation politique en ce moment en Géorgie et de la mer Noire qui connaît une nouvelle étape aujourd'hui dans la guerre, je le disais, qui oppose à la fois l'OTAN et la Russie. Votre pays, la Géorgie, joue aujourd'hui un rôle crucial. La Géorgie est aujourd'hui, comme elle était en 2008, le test en quelque sorte de la stratégie russe. En 2008, c'était le test de la stratégie d'agression militaire. À l'issue de la courte guerre contre la Géorgie, elle avait d'ailleurs procédé à des révisions de sa propre stratégie militaire, ce qui nous a mené en 2014 à la Crimée et ensuite à 2022 en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie est en train de tester une alternative qui est la stratégie hybride faite d'élections qui sont fraudées, mais massivement, de façon sophistiquée, avec l'aide des technologies russes, et puis un gouvernement qui sert de proxy, des lois qui sont copiées, calquées sur la Russie, et c'est une autre façon de reconquérir ce territoire qui fait partie de cet ancien espace soviétique auquel la Russie a de plus en plus de mal à renoncer, comme on le voit en Ukraine. Et cette stratégie hybride, elle n'est pas réservée à la Géorgie, elle est testée en Géorgie, mais elle est également testée en Roumanie, elle est testée en Moldavie, elle est testée bien sûr, ou sera testée en Ukraine parce que les Russes parlent déjà des élections en Ukraine après, quand on ne sait pas quand sera le après, mais c'est effectivement une alternative qui est beaucoup moins coûteuse que la stratégie militaire, qui n'a pas donné les résultats escomptés, mais qui correspond à la même vision de la Russie de contrôler, d'avoir son influence et surtout d'être exclusivement en contrôle des territoires qui étaient l'anciennement espace russe. Et ça concerne bien sûr la mer Noire, que la Russie considérait comme une mer fermée, dans laquelle elle acceptait un certain rôle de la Turquie. Force était de l'accepter compte tenu des détroits et sinon c'est devenu un bassin fermé véritablement. Mais n'y acceptait personne d'autre. Et ce n'est qu'au moment où la Géorgie s'est ouverte pour l'Union européenne, sur l'OTAN, et où les puissances occidentales ont commencé à entrer dans la mer Noire, y compris avec des navires militaires, que la Russie se ressaisit et dit non, c'est bon territoire, c'est bon terrain, et d'où la rivalité sur les ports, par exemple, avec toutes les entraves qui ont été mises au port de Anaklia en Géorgie, qui devait devenir le grand port de transit entre l'Europe et l'Asie centrale, et le projet qui est en cours, mais on ne sait pas exactement à quel stade, d'une nouvelle base militaire, un port militaire dans le territoire occupé d'Abkhazie, au Chamchire. Et de la même façon, on voit avec quelle énergie la Russie essaye de conserver et la Crimée et essaye de gagner sur Odessa et sur cette grande rive ukrainienne de la mer Noire.
On voit Donc grâce ça, au c'est le documentaire, véritable. oui, et on voit aussi grâce au documentaire que les Occidentaux, en 2018, n'avaient peut-être pas pris la mesure de la situation ou la mesure des ambitions impérialistes de Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Ça ne date ils y voient plus pas de clair? du siècle. Cette ambition de la Russie d'avancer vers le sud, d'avancer vers ce qu'on appelait les mers chaudes. Mais la mer Noire, elle est effectivement centrale parce que tous les grands projets d'infrastructures modernes de l'Union européenne vers l'Asie centrale passent par la mer Noire, que ce soit les transits énergétiques, mais aussi, et plus important, les câbles optiques, les câbles électriques, véritablement tout ce qui peut faire la coopération et un nouveau pont entre l'Union européenne et l'Asie centrale. Et cette voie, elle est testée aussi au moment des sanctions contre la Russie parce que c'est la seule voie alternative au grand tracé qui passait de l'Asie centrale par la Russie vers l'Europe. Donc c'est un enjeu qui est colossal aujourd'hui et que effectivement l'Union européenne a redécouvert, je ne sais pas, il doit y avoir 1 an et demi ou 2 ans, qu'un document qui s'appelle la stratégie de la mer Noire a été publié. Et de la même façon, l'OTAN aussi s'est mis à étudier ce que devait être une stratégie de sécurité de la mer Noire. Mais pour nous, c'est très clair depuis longtemps, depuis l'Antiquité, que la mer Noire était soit un pont, le pont Euxin, soit une mer très noire et qui nous a enfermés. Donc c'est pour nous une ligne de vie ou une ligne de front, mais c'est la même chose aujourd'hui pour l'Union européenne. Cette mer Noire, elle deviendra un axe de prospérité, de développement et de coopération avec le Caucase. Et on voit aujourd'hui l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui établissent entre eux des nouvelles relations et l'Arménie qui se tourne vers l'Union européenne. Tout ça, ça dépend de la stabilité du Caucase et de la mer Noire. Et on essaie de comprendre aussi la stratégie de Vladimir Poutine spécifiquement en Géorgie. Il y a eu la conquête de territoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a carrément la conquête du pouvoir? Comment vous qualifiez ce nouveau pouvoir en Géorgie? Capture d'État, ce qui est ce que Poutine voulait faire en Ukraine quand il disait en 3 jours, on va renvoyer Zelensky et on va reprendre possession de l'Ukraine. Ce qui se passe en Géorgie, c'est la même chose. C'est une capture d'État par des voies non militaires, mais non moins dangereuses, non moins effectives, parce qu'elles sont impliquées absolument toutes les ressources que l'on peut imaginer aujourd'hui d'un État puissant comme la Russie, qui n'est pas très puissant militairement, mais qui en revanche, s'agissant de ce que l'on appelait la soft policy, c'est-à-dire les ressources financières, les groupes indirectement qui peuvent déstabiliser ou être les introducteurs de l'influence, et encore une fois, un gouvernement qui sert de proxy dans cette situation aujourd'hui et qui aide à cette capture d'État, c'est sûrement une stratégie qui correspond beaucoup mieux à la vision que peut avoir Poutine lui-même de sa politique et de son influence. N'oublions pas que c'est un ancien agent du KGB, que ce n'est pas un chef militaire, que les choses militaires ne lui ont pas bien réussi. 3 ans et demi plus tard, il est toujours dans la même situation, à essayer de gagner quelques kilomètres, et où finalement, ceux qui ont montré l'extrême, non seulement la bravoure, mais une grande habileté militaire et stratégique, ce sont les Ukrainiens. Personne ne s'attendait à ce qu'ils maîtrisent, par exemple, cette guerre des drones, cette guerre technologique, comme ils l'ont fait et comme ils le font aujourd'hui encore, avec beaucoup d'innovation. Donc la Russie se reporte sur quelque chose qu'elle contrôle mieux, et on le voit, c'est une stratégie hybride qu'elle essaye en Géorgie. Elle n'a pas encore réussi parce que nous sommes toujours dans la rue et que nous continuerons jusqu'au bout. Mais que cette stratégie, elle est applicable pratiquement partout en Europe en tout cas. C'est une stratégie de soft power que maîtrisaient jusque-là l'Union européenne, les États-Unis, et aujourd'hui, tout d'un coup, on découvre que la Russie maîtrise
cette stratégie de soft power, qu'elle a des relais en Europe, qu'elle a des relais dans les médias, qu'elle a des relais dans certains partis dans les différents pays européens, et surtout qu'elle sait jouer des instruments démocratiques que sont les élections. Et de l'autre côté, les Occidentaux ne maîtrisent pas très bien les moyens de prévention, ni les moyens de prévenir les attaques cyber, et nous en avons connu un grand nombre, surtout quand j'étais au palais de la présidence, et ne font pas grand-chose pour essayer de prévenir cette stratégie de déstabilisation électorale qui demande une véritable observation, des nouveaux moyens d'observation électoraux et pas seulement les classiques d'hier et d'avant-hier, qui demande à bien comprendre les technologies utilisées. Par exemple, en Géorgie, nous avons vu l'utilisation de plusieurs milliers de call centers qui ont été utilisés pour différentes destinations avant et qui soudain ont été utilisés pour contrôler la venue des électeurs qu'on voulait faire venir. Dans le cas de la Moldavie aujourd'hui, il y a l'utilisation de comptes en banque en Russie qui seront débloqués après les élections. Vous faites référence en effet aux élections législatives en Moldavie qui ont lieu ce 28 septembre. Vous parlez de capture d'État à propos de la Russie. Vous dites que la Russie, en gros, est en train de s'emparer de la Géorgie. Vous considérez, et vous êtes considéré aussi par ceux qui vont dans la rue comme la présidente légitime aujourd'hui. Mais à quel point êtes-vous menacé? Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité en Géorgie aujourd'hui? Aujourd'hui, pratiquement tous les leaders des partis politiques d'opposition, il n'y a pas un seul parti politique d'opposition qui n'ait pas son ou ses leaders en prison, et ça s'est passé au cours des dernières semaines. 53 prisonniers de conscience qui sont ces jeunes qui manifestaient dans les rues depuis donc 193 jours et qui n'ont aucun délit qui sont en prison et qui attendent des peines de prison qui vont de 2 ans à 4 ans à 7 ans. Et vous-même sans aucune preuve. Et moi, comme dans ces situations-là, vous ne pouvez jamais rien exclure. Je ne suis pas un leader d'un parti politique, j'ai un autre statut et national et international, mais rien n'est exclu et personne ne peut dire jamais. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu une fois que vous nous dites que rien n'est exclu et que vous pouvez être emprisonné vous aussi? Jamais assez, et notamment je pense que du côté des institutions européennes, l'attention, je ne parle pas de moi personnellement, mais l'attention vis-à-vis d'un pays qui est un pays candidat, pour lequel d'énormes moyens ont été mis en place depuis 3 décennies par les Européens, par les Américains, pour créer des institutions pour qu'elles résistent justement et qu'elles créent un État stable qui est le souhait de tout le monde dans cette région. Et quand ce pays candidat, tout d'un coup, via un gouvernement qui s'affiche aujourd'hui comme étant complètement aux mains de la Russie, tourne le dos aux Européens, et non seulement tourne le dos, mais insulte les Européens, et aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, les ambassadeurs européens, l'ambassadeur de l'Union européenne, ça c'était hier. Je pense que l'Union européenne doit être plus présente, plus proactive, et que la population attend que ce pays candidat soit considéré comme un pays qui doit être défendu. Il ne suffit pas de défendre quand il y a une menace militaire. Nous sommes devant une guerre hybride. De la même façon, il faut une défense hybride contre cette guerre hybride. Merci. Et ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui et ce qui se passera ailleurs demain. Merci beaucoup, Madame la Présidente Salomé Zourabichvili, d'avoir été notre invitée ce soir. J'accueille